Je suis né en 1949, la même année que Marc Garneau. Le souvenir de ma naissance, j'ai pas fait de thérapie cri-primal que je sache. Non, mais ma mère m'a dit que j'étais gros puis que ça faisait mal. Ça, je me souviens. Ma mère a dit « T'étais gros, ça avait pas de bon sens. » Je pesais 9 livres, quelque chose. Ma maman, j'étais son premier, puis je pense que c'est pas une chose dont on parlait beaucoup à l'époque. Donc, elle s'attendait pas à ce que je lui ai fait subir. J'ai une enfance qui pourrait ressembler à une enfance de rêve parce que c'était une enfance entourée de parents, de grands-parents, donc de tantes, de plaines, de campagne. Mon enfance était une enfance très sereine. J'ai grandi sur la plaine, je connaissais Rangaine et ses vents. Oui, j'ai encore des amis d'enfance. J'ai pas beaucoup d'amis d'enfance, mais j'en ai quelques-uns. Entre autres, Gilles Boulet, qui a travaillé avec moi pendant des années. J'ai connu Daniel très jeune. Très jeune. On vient du même patelin. Une petite place qui s'appelle Donnery, au Manitoba, complètement perdu dans le fin fond des terres, comme on dit. On se croisait un peu partout, c'est-à-dire d'abord à l'école, à l'église en tant qu'enfant de chœur. On a également pris des leçons de musique de la même prof. On faisait beaucoup de sport. Je me souviens, c'était à l'époque où il n'y avait pas de télévision. Hein. Surtout à Donnery. La télévision est arrivée à Donnery quand j'avais 7 ans, puis c'était en noir et blanc, puis c'était un poste, et puis c'était pas particulièrement intéressant. Et pour s'occuper, on jouait au hockey. On jouait beaucoup au hockey. On avait un tout petit village, mais on avait quand même une aréna couverte. Et donc, on pouvait jouer l'hiver. On passait notre hiver en patin. Tout était croche. On savait pas trop bien patiner. On était mal habillés, mal équipés. Mais par contre, on fonçait partout. Je sais que, je me souviens très bien, il y avait 3 bons joueurs sur l'équipe. Il y avait Daniel, il y avait Doug et il y avait un autre, je me souviens plus de son nom. Daniel, avec ses grands pieds, avait une force extraordinaire sur la patinoire. Il était le plus grand en plus. Et le plus solide. Daniel, jeune, était, si je me souviens bien... Parles-tu juste de Daniel, cette émission-là, ou quoi, là? Direct et autoritaire. Oh, Il savait ce qu'il voulait. Je sais pas si c'est pas pareil. Mais d'autorité sur lui-même. On ne lui disait jamais quoi faire. Il était toujours clair dans ses idées. Mais bon, en tout cas, dans ses intentions. La musique est arrivée très jeune. La musique est arrivée quand j'avais 3 ans, 2 ans et demi, je sais pas. Ma mère, c'est une folle de musique. Ma mère, elle écoutait de la musique tout le temps. Elle m'y a initié très jeune. Puis après, mais elle a décidé que je ferais du piano, que j'apprendrais le piano. L'idée ne me plaisait pas particulièrement, mais ma mère me disait que c'est très important pour ma formation, etc. C'était surtout qu'elle avait rêvé de faire des cours de piano toute sa jeunesse et n'avait jamais pu parce qu'elle vivait très loin du village et qu'il n'y avait pas accès à des cours de piano. Donc, elle a décidé de se venger sur le destin et de me faire subir des cours de piano, ce que j'ai fait. Ça chante sans se douter de rien. Ça chante en attendant demain. Daniel a arrêté ses leçons de piano. J'imagine à cause de l'oreille qu'il a. On revenait du couvent, parce que c'était une religieuse qui donnait les cours. Et on revenait du couvent, puis on traversait les voies ferrées. Il y a 2 voies ferrées qui passent. Et on traversait la voie ferrée, puis Daniel, en s'enfargeant, bien sûr, ça je m'en souviens comme si c'était hier, il s'est enfargé dans la voie ferrée en me disant qu'il quittait ses cours parce qu'il en avait assez. Ça crie jusqu'au petit matin. La nuit. Daniel Lavoie est ce qu'on appelle en musique classique pure et dure une vocation perdue. Dans le sens que s'il avait persévéré dans l'étude du piano académique, traditionnel, il serait sans doute devenu un extraordinaire pianiste
Et probablement aussi un excellent compositeur de musique de concert. Les rétros, rue des Momies, elles sont comme on les vit. J'avais beaucoup de facilité pour le piano. J'avais tellement de facilité que j'ai jamais appris à lire la musique quand j'étais jeune parce que j'entendais le morceau joué par la bonne sœur et je l'apprenais par cœur tout de suite. Je faisais semblant de lire et je le jouais par cœur. J'étais effrayant. Je le regrette beaucoup maintenant parce que je n'ai jamais vraiment appris à lire la musique. Je peux lire la musique, je peux écrire la musique, mais pas la lire comme j'aimerais tellement ça le faire. Puis après, je suis arrivé au collège Saint-Boniface, il y avait des jeunes qui jouaient de la musique et tout de suite, je dis, moi, je sais un peu comment jouer. Puis je me suis un petit peu infiltré dans des groupes, commencé à faire de la musique et très vite, j'ai commencé à faire de la musique avec des bands. Donc, j'ai découvert la musique populaire. Les jeunes filles nous regardaient, puis ils nous trouvaient bien bons, ils savaient rien. Ils connaissaient rien à la musique, c'est clair. Et puis, il y a eu un mouvement de boîte à chansons au Manitoba. La petite francophonie s'est réveillée, s'est trouvée une particularité. Et il y a eu des boîtes à chansons. Et avec un groupe d'autres musiciens, on est devenus les accompagnateurs officiels de tous les interprètes de chansons françaises au Manitoba. Et donc, j'ai, pendant des années, joué les chansons de Jacques Brel, de Félix Leclerc, de Jean-Pierre Ferland, de Georges Brassens. Et ça a été mon vrai premier contact et un compte sérieux avec la chanson et surtout son écriture, sa forme, sa structure et tout ça. Et à l'époque où il y avait le Star Academy de l'époque, Jeunesse oblige. Pour participer au concours national, il fallait qu'il y ait un participant dans chaque catégorie. Alors, j'ai fait une première chanson, puis 2-3 chansons, et puis j'ai participé au concours de Jeunesse oblige au Manitoba. J'ai gagné parce que j'étais le seul concurrent, donc ça n'a pas été difficile. Et puis après ça, je suis allé à Ottawa, et là, j'ai perdu parce que j'étais pas très bon. Mais ce qui m'a donné un énorme coup de pied dans le cul, c'est que le pianiste de l'émission Jeunesse oblige, à l'époque, à Ottawa, c'était Franck Derrieux. Franck Derrieux, c'était l'accompagnateur de Jean-Pierre Ferland, entre autres. C'était un musicien très connu au Québec. Franck était venu me voir après, et puis il m'avait dit « Arrête pas de faire des chansons. Hein. » Il m'avait parlé vraiment les yeux dans les yeux, là. Il m'avait dit mais en tout cas, c'était très encourageant ce qu'il m'avait dit. Écoute, on va faire un disque, qu'est-ce que t'en dis? Je dis, comment ça, un disque avec qui? Puis il dit, avec toi? Puis je dis, OK. C'est pas parce qu'il est beau qu'il faut que tu lui fasses la cour. C'est pas parce qu'elle est haute qu'il faut que tu sautes de la tour. Un jour, quand je chantais au Café Saint-Jacques, à l'époque, il y a quelqu'un qui s'appelait Yvan Dufresne, qui est venu au Café Saint-Jacques, qui m'a entendu, puis il m'avait demandé « Est-ce que tu fais des chansons à toi? » Puis je dis « Ben oui. » Alors Yvan est venu chez moi un après-midi, et je lui ai chanté quelques chansons. Et puis il m'a dit « Écoute, on va faire un disque, qu'est-ce que t'en dis? » Je dis « Comment ça, un disque avec qui? » Puis il dit « Avec toi. » Puis je me disais « OK. » Puis voilà. J'ai quitté mon île quand on m'a envoyé. Puis j'ai fait donc ce premier disque qui a été un bid total, mais sur lequel il y avait J'ai quitté mon île. C'est une chanson qui n'a jamais été dans les palmarès. C'est une chanson qui n'a jamais vraiment joué à la radio. Et c'est une des chansons dont les gens se souviennent le plus. Je me souviens très bien de la chanson « J'ai quitté mon île ». Quand Daniel a chanté cette chanson en studio, c'était un après-midi d'hiver dans la grisaille. Puis on travaillait au studio d'André Perré à Morin Heights. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, là, c'est un studio assez original parce qu'il y a des fenêtres partout. Alors, on est comme dans la nature.
Puis il a chanté la chanson seul à la guitare, avec les flocons de neige qui tombaient partout. Puis quand je pense au premier album qu'on a fait ensemble, ça, c'est le moment qui me revient. Moi, j'ai trouvé que tout l'exercice a valu la peine d'être vécu, ne fût-ce que pour cette chanson-là. J'ai quitté ma terre, on a voulu l'acheter. On n'achète pas la terre c'est moi puis toi. J'avais un contrat avec RCA. Ils produisaient mon prochain album. J'avais engagé musicien. On allait faire un maudit beau disque. Il y avait de l'argent, tout. J'ai dit, wow! Donc, j'avais fait faire les partitions. J'étais prêt, j'avais le vent dans les voiles. Et est arrivé ce qui arrive à peu près tout le temps dans les multinationales. Ceux qui m'avaient signé ont été renvoyés ou sont partis ou ont changé de compagnie. Et ceux qui sont arrivés ont renié tout ce qui avait été signé. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, à peu près à 2 semaines du début de l'enregistrement de l'album, avec un télégramme disant que finalement, ça ne marchait pas pour le disque. On ferait pas de disque. J'ai un petit peu boudé dans ma soupe pendant 2-3 mois. Puis après ça, j'ai dit, écoutons, j'ai les chansons, je les chantais, je les avais composées au piano. J'ai dit, je veux faire un disque avec du piano. Mais ce serait le fun quand même s'il y avait un peu de percussion. C'est que j'ai appelé un batteur que je connaissais qui s'appelle Yves Lagacé. Ça fait que j'ai fait un disque piano et drum. Si vous écoutez Berceuse pour un lion, vous allez voir, c'est piano et drum. Et ça a été mon premier disque qui a eu une reconnaissance quand même, étonnamment. Puis il y a eu une chanson là-dedans qui s'appelait Dans le temps des animaux, qui a été un hit, ça. Croyez-le ou non, ça a marché partout au Québec. Ça a été... Écoute, les gens me parlent encore de cette chanson-là, c'est incroyable. Et écoutez, vous allez voir, c'est un piano et un joueur de conga. Point final. Comme dans le temps des grands cours d'eau, puis des beaux lacs propres et des grandes plaines vides. Comme dans le temps des dinosaures, comme dans le temps des animaux. Et finalement, avec ce premier succès, j'ai décidé que peut-être que je pouvais faire de la musique, que je pourrais peut-être éventuellement gagner ma vie avec ça. Je chantais pour du pain, je chantais pour de la bière. J'ai chanté pour du vin, je chantais pour ma mère. Je chantais mes peines d'amour à la radio. Et le studio où on travaillait était sur la rue Saint-Antoine, donc il y avait un club pas loin qui s'appelait Rockets Paradise. Puis Daniel a dit, pour moi, Vic Vogel doit être là. Donc on a descendu, il était chercher Vic Vogel chez Rockets. Puis là, Vic a rentré, il a écouté ce que Daniel a joué. Puis Daniel a tourné de bord, a dit, Vic, tu dois être capable de jouer mieux que ça. Puis Vic a dit, hell yes. Puis là, il a montré un peu le style, comment jouer le style boogie-woogie. Mike, j'ai rencontré en faisant mon disque Berceuse pour un lion. J'avais trouvé un des studios qui était pas cher en ville, puis j'avais acheté un bloc de temps, et puis ça venait avec un ingénieur. L'ingénieur, c'était Mike Delaney. Et puis j'ai toujours continué à travailler avec Mike. On a fait des disques pour enfants ensemble. Il y a un bébé dragon dans la salle de bain. On a fait des musiques de films ensemble. C'est toujours avec Mike que j'ai travaillé. Puis bientôt, je vais mixer les chansons de Félix dans peut-être qu'on va faire un disque avec ça. Et c'est avec Mike que je vais travailler parce que Mike, c'est un vieux complice, puis on se comprend, puis on n'a pas besoin de s'expliquer pendant une demi-heure. On sait tout de suite ensemble. Je pense pendant Nirvana Bleu, il y a un appel qui rentre dans la régie. Il dit Jerry? Non, il n'y a pas de Jerry ici. Puis il y a comme un petit main qui se lève dans le coin de la régie qui était Daniel. C'est moi. Jerry. Donc là, j'ai su que son vrai nom, c'est Gérald, qui a changé plus tard pour être Daniel, pour une raison ou de l'autre. C'est encore Yvan Dufresne, j'en ai parlé d'Yvan Dufresne. C'est Jerry. Tu peux pas être un chanteur puis t'appeler Jerry. Ça, c'était évidemment avant Boulay. Il a prouvé que c'était possible, mais à l'époque, il croyait pas à ça. Avec le grand succès de Dans le temps des animaux, on avait dû en vendre au moins 5-6 000 copies quand même. Je veux dire, c'était pas de la... Enfin, j'ai pu avoir un vrai contrat cette fois-là avec une compagnie qui ne s'est pas désistée. J'ai fait ce disque, Nirvana Bleu. Je pense que c'est probablement parmi les 2 ou 3 albums préférés de tous ceux que j'ai faits. Puis après ça, il y a eu Aigre Doux qui a été
Puis après ça, il y a eu Tension à Tension avec Il s'aime, puis bon, ça a été la consécration. Il s'aime comme avant les menaces et les grands tourments. Il s'aime tout hésitant. C'était au moment de la guerre de Beyrouth. Et donc, c'était au moment où Beyrouth était en décombre. Ça explosait, ça sautait tous les jours. C'était vraiment l'horreur là-bas. C'est comme l'Irak aujourd'hui, si tu veux. Je me souviens d'un midi d'être allé faire mon sandwich et la télévision était allumée et je vois un reportage sur Beyrouth. Et le souvenir que j'en garde, c'est de voir 2 ados qui marchaient la main dans ces grandes avenues détruites avec la fumée de partout. Et j'avais été complètement charmé par ces 2 jeunes qui, bon, le monde s'écroulait, mais ils se tenaient la main, puis ils vivaient évidemment une petite histoire d'amour, et ça m'avait bouleversé. Et j'étais retourné dans mon garage, parce qu'à l'époque, j'avais mon studio dans un garage, et j'avais fait Il s'aime. Il s'aime comme des enfants, comme avant les menaces et les grands tourments. Et si tout doit sauter, s'écrouler sous nos pieds, laissons-les s'aimer. Je sais qu'au Québec, quand on a sorti Belle en single, par exemple, il n'y a pas une radio qui voulait la jouer. Pour ma couleur de cheveux, il y a un jeu auquel moi je refuse de jouer. Le jeu du hasard. C'est pourquoi j'utilise le nouveau Natural Match de L'Oréal. J'ai fait mon premier film avec Jean-Pierre Lefebvre, ça s'appelait Le fabuleux voyage de l'ange. Il dit, moi, je prends jamais des comédiens professionnels, c'est ma façon de faire les choses. Il dit, t'as pas à t'inquiéter, il dit, ça va bien aller. Mais je suis sorti de ça, même si j'avais trouvé ça intéressant, avec l'intention de ne plus faire du cinéma. Je me disais, ça prend énormément de temps, c'est long, on n'en finit plus d'attendre. Puis moi, pendant tout ce temps-là, je peux pas faire de musique. Après le film de Jean-Pierre Lefebvre, j'ai eu beaucoup d'offres pour faire des films. Et j'ai refusé. Et un jour, Claude Fournier m'a proposé de jouer dans The Book of Eve. Et c'était après Notre-Dame de Paris. Et donc, j'avais l'impression que j'avais peut-être un peu plus compris c'était quoi être acteur. J'avais l'impression. Il m'a dit que ce serait en anglais. J'ai dit, tiens, déjà en anglais, c'est différent. Il m'a dit que ce serait avec Claire Bloom, grande comédienne, grande actrice. Je suis devenu beaucoup plus nerveux parce que, bon, je disais, ouais, mais là, je joue avec des vrais comédiens, là, c'est moins drôle, là. Et finalement, j'ai rencontré Claire et elle était d'un professionnalisme, d'une gentillesse, d'une concentration extraordinaire. Et elle m'a donné le goût du cinéma. J'ai compris ce que c'était. Tout ce qui entoure une performance au cinéma, ça se compare un peu à une performance sur scène, chantée. We already have wine. No, that is a present for you. That's a waste. Not a waste. This is much better with omelette. Don't be such a Puritan. I gather you're not a Puritan. Romanian, from Bucharest. Je pense qu'il a fait un très bon personnage de Roumain. Et pendant qu'on faisait le film, j'étais déjà en train de travailler sur Félix Leclerc et puis je voyais la gueule de Daniel, je voyais une photo de Félix, puis je disais, mais merde, il y a quand même beaucoup de ressemblances entre ces 2 types-là. Et en plus, il y a une ressemblance morale entre eux, ce qui pour moi était plus important même qu'une ressemblance physique, c'est que comme Félix, il est très, très introvert, Daniel. Comme Félix, il y a un petit côté des fois un peu radin. Comme Félix, il est mieux reconnu en France au fond qu'ici. Et puis, il y a une dignité que Félix avait. C'est pas un gars qui vit des petits journaux à potets. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de dignité et qui impose du respect. J'ai d'abord dit à Claude qu'il n'était pas question que j'essaie d'imiter Félix. Je n'étais pas capable d'imiter, je ne suis pas un imitateur. J'ai dit, si tu veux Daniel qui raconte Félix, ça je peux. Puis je suis capable de chanter les chansons de Félix, puis je suis capable de m'habiller comme Félix, puis peut-être même que je baisserai la voix un petit peu, mais pas beaucoup.
Mais je vais pas essayer d'imiter Félix, il était inimitable. Ce soir, je pense à ma mère, et quand je pense à ma mère, il me semble sentir le bon pain chaud et toucher du velours. Je voudrais chanter pour elle et pour toutes les autres mères dans la salle. Pour jouer Félix, pour faire le film, il fallait chanter des chansons, parce qu'évidemment, la vie de Félix tourne autour de ses chansons. Et vu que Claude savait pas quel bout il utiliserait, il n'était pas question d'enregistrer un refrain ici puis un couplet là. Il fallait toutes les faire. C'était me plonger pas mal dans la vie de Félix. Hein? Comme ça, 30 chansons, c'est beaucoup de chansons. C'est un gros tour de chant. Et j'ai fini par peut-être pas comprendre Félix, mais certainement entrer en symbiose avec lui. J'ai appris à d'abord beaucoup aimer, respecter. Ça a été une expérience vraiment très émouvante et très belle. Ça, c'est une chanson sexy à Félix. Écoutez ça. Si l'océan frémit au toucher de ton doigt, que penser mon ami quand tu te donnes à moi? Passerai-je la nuit immobile comme marbre, si tu prends comme lit mon hamac sous les arbres? Je chante ça avec Catherine Sénard dans le film. C'est un moment d'une intensité rare. Hein? On fait ça à deux, là. Je veux dire, Félix, là... Moi, j'ai tourné 4-5 jours avec lui, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai admiré son sang-froid, cette espèce d'assurance qu'il a. C'est vraiment quelqu'un de groundé. Et il était très rassurant. Très humble aussi parce que, bon, c'est pas un acteur, c'est avant tout un chanteur, bien qu'il ait, à mon avis, de grandes qualités d'acteur, dont la générosité et l'écoute, et cette humilité. Et donc, ça a été des journées formidables, et c'est quelqu'un qui rit beaucoup. On m'avait dit que c'était quelqu'un d'un peu sauvage, un peu timide, mais honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça du tout. Ça a été très, très agréable. Doudouche! Mireille fait Doudouche. Doudouche, la première femme de Félix. Elle a un rôle difficile à jouer. Je comprends pas, Félix. Grand prix du disque, et on est encore là à gratter et à tirer le diable par la queue. Doudouche, la renommée et la richesse ne vont pas forcément de pair. Je pense que ça a donné un résultat vraiment frappant. Daniel Lavoie ne pourra plus être considéré que comme chanteur. On va être obligé aussi d'en tenir compte comme acteur. En plus, qu'il a un physique absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a presque plus de charisme à l'écran qu'il y en a dans la vie, tellement dans la vie, cet homme-là est retiré sur lui-même et un peu introvert. Les premières fois que j'ai vu Daniel, j'ai trouvé ça difficile parce que Daniel... Il est imposant, il est grand, de un. Il peut être froid. Tu sais, quand il n'est pas sûr ou quelque chose, il est assez réservé, en fait. Et cette réserve-là, puis moi, je suis tout le contraire. Je suis assez brut de pomme dans la vie. Puis au début... Les premiers contacts que j'ai eus avec lui, j'ai trouvé ça un peu... hey, comment ça va être? Il est tout le temps de même. On avait à partager la scène ensemble, donc on savait qu'on allait être très en contact. Finalement, c'est devenu un de ceux avec qui j'avais le plus d'affinité pour plein de raisons, au niveau de la vie, au niveau... c'est un père de famille comme moi. Les goûts, les intérêts, la bonne chair, le bon vin, le côté épicurien. Puis c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir sur Notre-Dame. On a fait le disque en 97-98. On faisait quelque chose qui était très atypique, qui était en dehors des modes, en dehors de tout. Et on avait, pas la certitude, mais l'intuition que ça marcherait pas bien. Puis là, on a fait, aux Victoires de la musique, la chanson Belle. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Ça a été un succès instantané qui dépassait tout ce qu'on avait pu penser, rêver, espérer. Je sais qu'au Québec, quand on a sorti Belle en single, par exemple, il n'y a pas une radio qui voulait le jouer. Il y a quelque part, je me souviens plus quelle radio a accepté de le jouer.
Et je pense que du jour au lendemain, tout le monde écoutait que cette radio-là parce qu'elle jouait belle. Et donc, toutes les autres radios ont été obligées d'emboîter le pas. Moi, ça a été probablement la chose la plus jouissante de Notre-Dame de Paris, de passer à des radios qui n'avaient jamais même considéré me jouer. Et puis, d'ailleurs, il y a une très belle histoire. Énergie, qui avait une politique à l'époque de ne pas jouer de chanteurs en bas de 40 ans, en haut de 40 ans. Tout chanteur qui avait plus que 40 ans, puis j'incluais Sting, ça incluait Phil Collins, ça ne jouait pas à Énergie. Quand Belle est arrivée, bon, Patrick Saley avait 27 ans, Garou Saley avait 26 ans, mais la voix, il y avait 40 quelque chose. Non, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont coupé mon couplet. Un matin, Charles Tallard, je crois, ou Richard Cossian, écoutaient la radio Énergie, parce qu'ils voulaient voir si leur tune passait à Énergie. Ils entendent Belle, tronquée d'un couplet. Alors, ça a été un scandale extraordinaire. Tout ce que je sais, c'est que 3 jours plus tard, le gars qui avait fait l'édit était renvoyé et que Belle passait en prime time 8 fois par jour intégral. On l'a auditionné à un moment donné chez Luc, je crois. Et j'ai tout de suite été d'accord pour le rôle et pour Frollo, qui ferait un Frollo fantastique. Et je pense que ça a été, en francophonie, le meilleur Frollo des Frollo. Il a une voix tellement exceptionnelle et théâtralement, il a vraiment rendu pour moi le personnage dans son angoisse, dans son double jeu, l'Église, pris avec Dieu, la religion, et en même temps le désir, la chair, l'amour d'Esmeralda. De toutes les fureurs de son âme. Richard m'avait parlé, pendant qu'on faisait Notre-Dame de Paris à Londres, il m'avait parlé d'un projet qu'il avait pour Le Petit Prince, puis il m'avait dit qu'il me voyait comme l'Aviateur. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, d'abord, beaucoup moins grandiose, beaucoup plus poétique, plus à l'échelle d'où j'étais rendu. Et donc, j'ai dit, ouais, OK, ça me tente. J'ai quand même voulu faire l'essai de mon dessin à nouveau. Mais les grandes personnes répondaient toujours et toujours, c'est un chapeau. Je me suis plongé dans Le Petit Prince et j'ai fait ça pendant presque 2 ans. J'ai fermé la parenthèse comédie musicale avec Le Petit Prince. J'étais très en avance sur mon temps parce que le rap à l'époque, c'était très marginal. Je suis le pape du rap, le prince du bagou. Roi de la radote qui de tout sur tout, j'ai un bec de pire, l'éloquence d'une batte. Je débite, tout le monde s'en fout. C'est le pape du rap. Le rap à l'époque, c'était très marginal. Il y a personne qui connaissait ça. Moi, j'ai connu le rap parce que mon fils, qui était jeune à l'époque, connaissait quelqu'un qui aimait le rap. Et puis mon fils, il me faisait écouter ça sans arrêt. Papa, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Chaque fois qu'on en revenait dans la voiture, il me mettait une cassette de rap. Ça fait que pour le niaiser une fois, j'avais décidé, tiens, je vais faire un rap. Pour rire. Puis j'avais fait cette tune, le pape du rap. C'était vraiment pour déconner. Et puis, mais ça avait un bon beat, puis c'était drôle. J'avais demandé à mon ami Slim Williams, que je connais à l'époque, j'ai dit, Slim, tu viendrais pas me faire un vrai rap là-dedans? Je me souviens, il était venu au studio et lui avait fait son bout. Right here, you can't even cut it. I'm the king of rap, and don't you forget it. Cause I've got the rhythm, and I've got the feel. Yo, homeboy, just try to chill. Je voulais même pas mettre ça sur le disque, je me souviens, parce que je trouvais que c'était pour le fun que j'avais fait ça. Ben non, c'est arrivé sur le disque, ça a été mis sur le disque, et non seulement ça, mais ça a joué à la radio, c'est devenu un hit. Quand c'est devenu un hit, il était question de faire un clip. J'ai dit, OK, mais si on fait un clip, c'est moi qui le fais. Je le réalise. Et bon, à l'époque, le rap, c'était une chose très black. Donc, j'ai demandé à Slim d'aller chercher tous ses chums black. Et puis, on a fait une mise en scène drôle. Je voulais que ce soit drôle. Je voulais que ce soit le grand gnochon blanc qui se fait mettre à sa place par un laveur de vitre qui dit, non, tu l'as pas, mon garçon. I don't know who made you the pape de rap, but whoever done it gonna get a big slap. Stop it right there and don't even try, cause I'm the king of rap. I was the pape.
Yeah, he let me write that with them, and we did the little scenario where I was the window washer, and then I broke out and turned into this rapper, you know. So we had fun with that, and I got a lot of my friends to come out and we had a riot. Je pense de tous mes clips, c'est peut-être celui que je préfère. Je pense que c'est le plus vrai, le plus simple, le plus prenez-moi comme je suis là. Et peut-être que j'aimais un peu l'autodérision et c'est celui où je me fous le plus de ma gueule. Donc c'est peut-être une des raisons pourquoi je l'aime aussi. It's very weird. Totally not normal for him to do something like that. People wouldn't expect that from him. Not at all. I'll tell you one show that we were doing, don't know where we were. He was introducing the band, and he always did things like this. And he introduced some of the musicians, and then he told the audience in French, of course, because I don't understand. He said, I'm going to introduce Slim, you know. He said, I'm going to introduce you. And he said, but when I introduce him to you, I want everybody to laugh. I mean, it's about 800 people out there, you know. So he says, keyboards and vocalist Slim Williams, and everybody busts out laughing. And I'm standing up, I'm like, what the hell is going on, you know? Like, why are people laughing, you know? So, I mean, we had fun. We had a lot of fun. Absolutely. Assis dans le matin. Assis dans la soirée. Je rêve de chanter le blues. Chanter le blues. Mais ma blonde est trop fine avec moi, Slim. Ta blonde? Ma blonde. J'ai pas besoin de chanter le blues. Oh non? Faut être triste pour chanter le blues. Hein? Non? OK, d'abord. Ask her to mistreat me. I'm begging her to beat me. Beat her. She just smiled and she pinched my cheek. Which one? Oui, c'est vrai, j'ai fait des albums anglais. Écoute, je savais chanter en anglais. J'avais d'abord mes premiers groupes avec lesquels j'ai joué, on jouait surtout de la musique anglaise. Et puis bon, à l'époque, on chantait en anglais et j'avais commencé à écrire même des tunes en anglais. Mon gérant à l'époque était très ambitieux et rêvait d'une carrière anglophone. Le français, c'est bien beau, mais le vrai métier, c'est en anglais. Puis je me laissais convaincre et j'ai fait quelques tentatives en anglais. Je me suis rendu compte que c'était très difficile de faire et l'anglais et le français. Ça me tordait la tête un petit peu de côté comme ça, là, parce que je n'étais jamais sûr sur quel pied je dansais. Here in the heart of me, that's where you'll always be. Deep as the deep blue sea, close as the air I breathe. J'en ai fait plusieurs disques anglais et un jour j'ai décidé non, j'arrête parce que je me rendais compte que ça correspondait pas vraiment à ce que j'étais. C'était autre chose. Puis j'arrivais pas vraiment à être complètement à l'aise et moi-même en anglais. Donc, malgré quand même des percées intéressantes, j'ai même quand même fait un album à Los Angeles avec des musiciens américains, puis j'ai connu la vie trépidante de Hollywood. Je veux dire, c'est quand même... Je me trouvais loin de ma mère, mais heureux de l'être. Puis bon, j'ai fait ça pendant un bout, mais après, quand est venu le temps de faire la sortie de ça, puis tout, voir comment marchait la machine là-bas, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais pas ça tant que je pensais. Close as the air I breathe. Daniel est très timide et très plein de pudeur. Il y a beaucoup de misère à penser qu'il est un artiste. Il connecte pas avec cette partie-là de sa vie volontiers. Alors, il veut l'oublier. Et à un moment donné, il s'était mis un chapeau, un grand chapeau. Il avait pas l'air de Daniel Lavoie. En fait, on s'en allait tous les deux. On avait l'air de deux marcheurs. Et il me disait justement, tiens, je me repose aujourd'hui, on me reconnaîtra pas, tu sais. 5 minutes plus tard, un auto arrête. Écoute, c'était à Beaconsfield. C'était une moitié anglophone, moitié francophone. Monsieur Lavoie, je voudrais avoir l'autographe, s'il vous plaît. Et là, Daniel se retourne. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton crayon, puis tu vas signer l'autographe, puis tu me dis pas un mot. Il y a une anecdote que je trouve très drôle parce que
je me plaignais un jour d'une pépinière qu'on a dans les environs de chez nous, où j'avais du très mauvais service. Et lui, il me dit « Mais non, moi, j'ai pas du mauvais service. Au contraire, j'ai du très bon service. Regarde, il m'en a donné 3 plantes de plus. » Je dis « Mais oui, Daniel, écoute, t'es Daniel. »« Mais non, c'est pas à cause de ça. » Il se rend pas compte. Et c'est merveilleux, cette candeur. On s'attend pas à ça d'une grande vedette. Le Daniel Lavoie que j'ai rencontré en 1976 et le Daniel Lavoie de 2004, c'est la même personne. Évidemment, avec certaines évolutions, certains changements, mais l'être humain qu'il y a à l'intérieur reste le même. Même avec les hauts et les bas de sa carrière, il a toujours maintenu un côté très, très humain, qui n'est pas nécessairement la norme, disons, pour des gens qui réussissent dans l'industrie. C'est pas une recette, rester groundé. Tu l'as ou tu l'as pas, je sais pas. C'est quelque chose que t'es né avec. C'est quelque chose qui vient de tes parents, ton grand-père, je sais pas trop qui. J'ai aucun crédit pour ça, moi. Excuse. J'aimerais bien ça. Je me laisse aller où la route mène à l'oublier. Où la route mène, je me laisse aller. Où la route mène, à l'oublier. Où la route mène. C'est un homme très généreux, très à l'écoute des autres. Par exemple, j'étais tombée amoureuse du cheval qu'il y avait dans le champ à côté. Vraiment, là, c'était le grand amour. J'allais le voir tous les jours, je lui apportais des pommes, etc. Et j'ai finalement convaincu les voisins de me vendre le cheval, à part que j'avais aucun endroit où le mettre parce que mon terrain, il est trop petit. Et Daniel m'a offert de faire un enclos sur son terrain. Donc, mon cheval est sur son terrain. On partage le crottin, faut dire. C'est l'engrais pour le jardin. Façonne, des enfants jouent à faire la guerre. Je me laisse aller où la route mène. À l'oublier. Les chiens adorent le crottin de chevaux. Où la route mène. Je me laisse aller où la route mène. On partage plusieurs passions. La passion du jardinage et la passion de la bonne bouffe. Alors, c'est un excellent cuisinier. Vraiment, là, il est extraordinaire. Il nous a fait une fois un pot-au-feu à la Paul Bocuse. Mais il a suivi exactement la recette et je pense que ça a dû prendre 6 heures à faire. 4 à 6 heures à faire. C'était fabuleux. Daniel, tu peux faire ton carré. Oui, voilà. Ça sent bon, hein? Ça. Oh, écoute, j'haïs ça une caméra dans ma cuisine, tu peux pas savoir. Je vais te tolérer, mais pas longtemps. Mais vraiment pas longtemps. Je vais bientôt prendre un balai et puis te balayer, c'est-à-dire de sortir d'ici. Parce que s'il y a un endroit que j'aime pas partager avec, je vous aime bien grand public, mais ma cuisine, c'est ma cuisine. J'ai chanté dans la rue et au Centre national des arts. Puis je chantais tout nu dans mon bain, ça c'était du sport. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous le dis pas, OK? Comment t'as commencé à cuisiner, toi? J'ai commencé à cuisiner pour le fun, parce que ma mère travaillait avec mon père au magasin, puis des fois ça l'aidait que je fasse le souper parce qu'elle n'arrivait pas à temps. Puis j'ai pris goût, tu sais, comme ça. Oh, ça a l'air beau, ce agneau. Puis garder les farces plates pour la danse du smash. La danse du smash. C'est quoi le secret d'un bon agneau, comme toi tu le sais? Je pense que je vais te le dire. S'il te plaît. Elle va te coûter cher, savoir le secret d'un bon agneau. Moi, j'ai connu un agneau qui avait des très beaux secrets, mais c'était un peu grivois. Je suis pas sûr que ça t'intéresse. Tourne les pages, ton tour viendra bientôt. C'est un mélange que j'ai fait l'autre jour, en vous attendant. Je savais que vous veniez, hein. C'est de la noix de coco râpée avec des piments rouges
très piquant. Et là, je vais vous brûler la gueule, même si on va voir, c'est des purs réduits. La danse des cul-de-jatte. Fais-tu attention à ce que tu manges ou pas vraiment? Ben oui, je fais attention à ce que je mange. Qu'est-ce que tu penses? Tu manges n'importe quoi, toi? C'est bon, hein? Out with you! Donc j'ai dit, à quoi ça me donne de faire un disque qui jouera par radio? Il n'y a même personne qui va savoir qu'il est sorti. T'es encore dans ma cuisine? Je pensais que je t'avais dit de sortir. Je veux juste voir le résultat final de tes labeurs. Bon. 1, 2. La seule chose qui fait que je te crisse pas dehors, Simon, c'est que mon frère, il fait la même chose que toi. Il fait du film, puis tu me fais penser à lui. Donc, je te pardonne. Mais là, tu vas arrêter, là, maudit! Viens que je te violoncelle, viens que je te crépuscule, ma petite hirondelle, ma tendre libellule. J'avais plus ou moins, peut-être même plus que moi, décidé de ne plus faire de disques. Je m'étais rendu compte, je me rends compte que, bon, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, ne passe plus à la radio. À quoi ça me donne de faire un disque qui jouera par radio? Il n'y a même personne qui va savoir qu'il est sorti. Puis, quand je faisais Le Petit Prince à Paris, il y a Santi de chez Universal Music Mercury qui est venu me voir puis m'a dit « Coudon, Daniel, tu fais pas des chansons que tu pourrais me faire entendre? » Je peux éventuellement aller te proposer quelques chansons si tu veux, mais ça me dérange pas si tu les aimes pas parce que c'est vraiment pas ce que tu cherches. Donc je suis allé chez Santi puis je lui ai fait entendre quelques chansons, entre autres les Paravents chinois et puis Violoncelle. Et il a fait jouer ça, puis il l'a réécouté 2 fois. Puis il me dit « Bon, mais quand est-ce qu'on commence? » Puis je dis « Comment ça, quand est-ce qu'on commence? » Il dit « Ben, j'ai envie de faire un disque avec toi. » Puis je dis « Bon. Ben là, tu m'étonnes. Ça, tu veux faire un disque avec ça? J'ai dit, je t'avertis, hein, c'est ça qu'il y a sur le disque. Je mettrai pas de la batterie, je mettrai pas des sons pour que ça sonne radio. J'ai envie de faire un disque comme ça. Mais dis non, je sais pas, il a eu confiance. Je sais pas si son risque va, en bout de ligne, avoir valu la peine, mais ça a certainement fait que j'ai fait ce nouvel album, Comédie humaine. Ils arrachent la terre à leurs pieds. Ils tracent des frontières pour se les disputer. Ils sèchent les rivières, brûlent bois et forêts, font l'été de l'hiver et versent les marées. Ils cherchent le profit sans même en profiter. Le dernier album de Daniel, je sais dans quel état d'esprit il était quand il a décidé d'en faire un. Et je trouvais qu'il prenait une sage décision, une bonne décision, celle de pas suivre le courant. Est-ce qu'habillé de gloire, on est moins nu qu'avant? En ce sens, il a été extrêmement fidèle à lui-même. On parle toujours de démarche, on parle toujours de carrière à long terme. Daniel, il fait du cinéma, il fait de la comédie musicale, il a fait ses disques. Il a une sacrée carrière comme bonhomme. Je pense que c'est quelqu'un de complet. Et moi, je suis admiratif de ça. Un artiste qui évolue pendant 10, 20, 30 ans, c'est sûr qu'il faut s'attendre à beaucoup de changements dans une carrière donnée. Mais je trouve que Daniel était un petit peu à l'exception de ça, parce que bien qu'il y ait eu une variation sur le même thème, son personnage n'a pas vraiment changé là, du tout. Puis ça, je pense, c'est parce qu'il a toujours été fidèle à lui-même. L'évolution est naturelle. C'est une carrière idéale, ça, je pense. Ça fait juste dire qu'il est dans son élément. On le sent confortable. J'avais raison, les radios ont beaucoup de difficultés avec ce genre de musique-là, ce qui était tout à fait normal. Je suis même pas surpris, je suis même pas déçu, mais j'ai quand même fait le disque que j'avais envie de faire. J'ai certainement dû toucher quand même des cordes sensibles ailleurs que chez moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que il y a pas beaucoup de disques qui correspondent à eux comme celui-là. Donc, je me suis dit, bon, ça servit à quelque chose quand même. Même si ça passe pas trop souvent à la radio, ça passe probablement dans les autos des gens. Et puis on peut pas en demander plus, en le fond. Voilà. 132 quai des Lilas, le terminus pour les là.
Il pige la question. Quelle situation vous déstabilise complètement, à part les caméras dans ma cuisine? Le grand classique chez les hommes, parce que ça existe depuis que la braguette existe, c'est de me faire dire « ta braguette est ouverte ». Et ça m'arrive comme souvent parce que j'oublie. Quel a été le moment le plus mémorable de ma vie? Ce cri ensanglanté, ces rêves de lumière que leurs mains. Je m'en souviens pas.